Bonsoir, merci d'être venus, nombreux, ce soir à l'Agora des Savoirs. Et merci beaucoup à Vinciane de nous rendre visite. Voilà, je suis très très heureux d'avoir animé cette rencontre, très 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 angoissé aussi. Voilà. C'est comme ça. Donc, pour faire passer l'angoisse, je pense que je vais me jeter à l'eau tout de suite, en ouvrant cette rencontre. Donc, bonsoir Vinciane, merci beaucoup. Alors, difficile de te présenter tant ton œuvre est abondante et diverse. On pourrait dire, pour commencer, que tu es philosophe, professeur à l'université de Liège, que l'orientation initiale de ta recherche s'ancre dans la philosophie des sciences, mais que tu as travaillé aussi dans le domaine de la psychologie, d'ensuite l'éthologie. Et l'éthologie est une discipline qui te passionne, et la façon dont tu t'y es intéressé est caractéristique, je crois, de ta démarche, celle d'une philosophie de terrain, dont la méthode privilégiée est l'enquête. C'est que pour toi, comme pour Bruno Latour, dont la pensée et la personne sont si importante pour toi, l'enquête, c'est le moyen d'aller voir, au plus près des pratiques, la façon dont les humains, les scientifiques peut-être pour commencer, mais pas seulement eux, construisent leurs objets, déterminent ce qui pour eux est intéressant, ce qui leur importe. Si l'on considère que l'enquête est la méthode privilégiée de ton travail, et si l'on se rappelle que méthode signifie étymologiquement la voie, le chemin, alors il faut tout de suite préciser qu'avec toi, l'enquête, c'est d'abord ce qui permet d'emprunter plus d'un chemin et de frayer plus d'une voie. Ta méthode, peut-être entre guillemets, est mue par le goût du déplacement. Il sera beaucoup question ce soir de places qui se construisent, se modifient, se disputent parfois, comme il sera question aussi de territoire. Non pas, je dirais même surtout pas, comme des lieux d'assignation, je vais mettre mes lunettes de vieux quand même, parce que sinon je vais avoir un peu de mal, voilà, merci. Mais au contraire, comme des milieux où il s'agit d'inventer ou réinventer des façons d'habiter, en parcourant ces milieux, en les traversant en tous sens, en interrogeant aussi les strates d'histoire qui y sont accumulées. Cette façon d'enquêter, je la qualifierais volontiers d'art du dépaysement, et tes livres en témoignent dès leur titre. Par exemple, alors attention, oui, on n'est pas toujours à l'abri d'un succès quand même. Donc, par exemple, La danse du cratère écaillé, naissance d'une théorie éthologique, Quand le loup habitera avec l'agneau, Que diraient les animaux si on leur posait les bonnes questions, Autobiographie d'un poulpe et autres récits d'anticipation, Habiter en oiseau, ou encore Au bonheur des morts, récit de ceux qui restent. Et aujourd'hui, le livre apparu en janvier, Les morts à l'œuvre, beau titre, immédiatement intrigant. Et ces titres le suggèrent d'eux-mêmes, hein, tout ton travail, je crois, est porté par un désir de renouveau, non pas seulement dans le choix des objets de savoir ou des thèmes de recherche, mais dans les façons mêmes de poser des questions, de formuler des problèmes, et finalement dans les formes mêmes de l'écriture savante. C'est ce que j'aimerais nommer une pensée par constellation, pour le dire en continuant d'user d'une image spatiale. Une constellation, comme nous l'apprennent nos premiers émerveillements d'enfants levant les yeux vers le ciel nocturne, c'est ce qui fait apparaître une figure auparavant inaperçue. Figure qui ne procède nullement de tel ou tel point lumineux, ni même de leur somme ou de leur collection, mais de l'insistance de notre regard, qui aperçoit tout à coup autrement les différents éléments parce qu'il les voit, parce qu'il les met en relation. Mais dès lors, c'est ce regard qui, en retour, est lui aussi modifié. Désormais, il y a quelque chose d'inédit à observer. Un paysage neuf s'est esquissé dans les étoiles. Une autre cartographie du ciel est à arpenter. Et il me semble que dans une telle aventure, tu n'es pas seul. Penser par constellation, c'est pour toi indissociablement s'inscrire dans une constellation de pensée. Et parmi les inlassables arpenteuses et arpenteuses qui t'accompagnent, je n'ai aucune intention d'exhaustivité, figure bien entendu celui que j'ai déjà cité, Bruno Latour, mais aussi la philosophe des sciences Isabelle Stengers, avec qui tu as publié Les faiseuses d'histoire, Que font les femmes à la pensée, ou encore l'anthropologue Philippe Descola, ou bien encore Baptiste Morisot, philosophe de terrain lui aussi, lancé sur la piste animale. Il s'agit ainsi d'explorer la diversité des modes d'existence, pour reprendre une expression de Latour, d'étudier les multiples façons qu'ont les humains de régler leurs relations avec les non-humains et ainsi de composer des mondes, pour reprendre la formule de Descola, ou encore en étudiant non pas les animaux en général, mais en s'attachant à la singularité de leur forme de vie,
de reconnaître, pour la défendre, une multiplicité de manières d'être vivant, et j'emprunte cette fois l'expression au titre d'un livre de Baptiste Morisot. Les projets théoriques comme les styles diffèrent, bien sûr, et c'est heureux, et c'est ce qui fait la condition de puissants dialogues entre les œuvres, entre vos œuvres, mais l'enjeu commun ne s'en dessine pas moins. Le commun, ce sera un terme important aussi ce soir, je crois. Il consiste à mettre en question des partages depuis trop longtemps transformés en évidence, telle la séparation de l'humain d'avec les autres vivants, et, ce faisant, d'être en mesure de proposer, voire d'inventer de nouvelles relations, de nouveaux agencements du monde. Après tout, si, comme le montre par exemple Habiter en oiseau, ne serait-ce que 3 notes du chant d'un oiseau, mettons un pouillot véloce, mobilise une foule d'esprits humains s'efforçant d'en saisir le sens, c'est bien que les ornithologues sont au moins autant constitués par leur objet qu'ils le constituent. Ils ont à composer avec l'oiseau, parce que celui-ci, mettons le pouillot véloce, compose un chant qui fait énigme et provoque, suscite l'enquête. Disposer des relations et créer, les deux sens du verbe composer convergent. Et c'est aussi ce qui est en jeu, je crois, lorsque l'on s'avise que les morts ne disparaissent pas de nos vies, mais continuent d'y participer selon un autre, ou plutôt selon plusieurs autres modes d'existence, pour reprendre l'expression de Latour. Or, ton dernier livre l'indique dès son titre, la fabrique d'une œuvre est sans doute un de ces modes par lesquels les morts, défiant les puissances d'oubli, résistant aux logiques d'effacement, gagnent une place nouvelle au sein de nos existences individuelles et collectives, et par là même nous amènent à reconfigurer la nôtre de place. Mais pour comprendre précisément cela, il faut sans doute que tu commences par nous parler d'un protocole artistique et politique qui se nomme Programme des nouveaux commanditaires, et de la façon dont il a partie liée avec le livre pour lequel tu nous fais la joie d'être avec nous ce soir. Alors, d'où ma première question. D'où vient ce livre et son titre? Répond-il à une commande? Et si oui, laquelle? Alors, les morts à l'œuvre, en fait, répond à une commande, oui. Voilà. Et la question suivante. Répond à une commande. Et répond surtout à une commande, je veux dire, c'est un livre qui parle de commande et qui répond à une commande. Alors là, je peux peut-être préciser que d'habitude, je n'écris pas sur commande. C'est extrêmement rare que je l'ai fait, si ce n'est pour des amis. Et en fait, c'est un ami qui me l'a demandé. Donc généralement, je refuse d'écrire. On me demande souvent, est-ce que vous pouvez écrire un article pour tel magazine, etc. Non, ça m'intéresse pas. Moi, je suis mes propres objets. Ce sont mes objets qui m'appellent et je n'ai pas d'appétit pour des objets qui me sont imposés. Voilà, c'est. Or, quand ce sont des amis, là, je cède. Et ici, c'était un ami qui me l'a demandé. Alors, c'était même 2 amis. Alors, le premier ami, c'est Xavier Douroux, qui me parle du projet Nouveau Commanditaire, du programme du protocole Nouveau Commanditaire, il y a quelques années d'ici, et qui m'explique ce que c'est. Et puis, il me dit, en fait, il y a un artiste qui est à l'initiative de ce programme, et tu finiras bien par le rencontrer. Et de fait, je rencontre François Hertz. Alors, Xavier Douroux était qui? C'était, et je dis c'était parce qu'il est décédé maintenant, et donc c'est une commande qui m'a été faite par quelqu'un qui n'est plus, et que j'ai faite après qu'il soit décédé, et que le fait qu'il soit décédé a, je pense, encore plus fait pression sur moi. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais certes, je suis sûr que la majorité d'entre vous savent, que quand quelque chose qui est une demande elle est faite par un mort, elle a beaucoup plus de puissance que les demandes faites par des vivants. Ce qu'un mort vous délègue, vous demande de faire après sa mort, ce sera très difficile de ne pas le faire, alors que si un vivant vous demande de faire quelque chose, c'est très facile d'y échapper, à moins que vous ne soyez du genre pigeon comme moi. Bon. Alors, qu'est-ce que François Hertz donc, me demande en fait, il dit, voilà, j'ai créé, dit-il, le programme Nouveau Commanditaire il y a une 20aine d'années d'ici. Et c'est un superbe programme, je découvre, il ne le dit pas lui-même, enfin si, je crois qu'il peut le dire lui-même, parce qu'il est bien conscient de la valeur de son protocole, enfin de la manière dont il a été déployé. C'est un protocole absolument passionnant, qui part d'une idée très simple. Les banques peuvent commander des œuvres d'art, les mécènes peuvent commander des œuvres d'art, les États peuvent commander des œuvres d'art, les collectivités locales peuvent, enfin bref. Et pourquoi est-ce que les citoyens ne pourraient pas commander une œuvre d'art? Pourquoi est-ce que le désir d'art ne devrait être réservé à certaines institutions ou certaines organisations? Et pourquoi est-ce que les citoyens ne pourraient pas avoir envie d'art?
Et il va monter cette idée en disant, et si on établissait un protocole pour que des citoyens puissent, parce qu'il y a quelque chose qui les touche, ou parce qu'il y a quelque chose à faire, ou parce que le village est en train de mourir, ou parce que certaines personnes n'ont aucune visibilité et qu'on n'en parle pas, ou parce que, pourquoi est-ce que des citoyens ne pourraient pas dire à un moment donné, et si l'art était une réponse à ce problème? Et si l'art venait répondre, donner des formes à ce problème? J'ai un de mes amis qui était réalisateur, qui s'appelle Fabrice Terranova, mais ce qu'il dit, l'art, c'est l'art de soigner les formes. Et François Hertz a insisté beaucoup aussi sur le fait que l'art, c'est le fait de pouvoir donner des formes à des problématiques. Et donc, il va monter un protocole qui est remarquable. Si des citoyens, entendant parler de cette initiative, parce qu'il faut savoir qu'elle existe, ont soudain une envie d'œuvre, ils vont, à l'époque, ils allaient voir la Fondation de France, qui chapeautait le protocole et qui finançait le début du protocole. Maintenant, c'est plus la Fondation de France, enfin, c'est la fin de l'association avec la Fondation de France. La Fondation de France désignait un médiateur selon la région d'où émanait la demande. Ce médiateur était un spécialiste ou est un spécialiste de l'art contemporain, connaît tous les artistes, connaît le domaine et connaît aussi le travail de médiation. Un médiateur, par exemple, c'est quelqu'un qui est directeur d'un centre d'art contemporain ou d'un musée. Xavier Douroux, maintenant je peux le préciser, était directeur d'un centre d'art contemporain à Dijon qui est toujours le consortium, qui est un centre d'art contemporain absolument extraordinaire qui a fait connaître des artistes qui aujourd'hui sont absolument reconnus mais qui n'étaient absolument pas visibles sur la scène, ni nationale ni internationale. Toujours est-il que Xavier Douroux est un des médiateurs et dans chaque région, il y a un médiateur qui va se charger de prendre en charge la demande, d'éventuellement aider les gens à la reformuler, et puis de choisir un artiste qui créera une œuvre en fonction de la demande. Et cette œuvre n'est pas donc, elle est commandée, mais c'est pas le collectif de citoyens qui va dire bah, je verrais bien un sanglier en bronze pour agrémenter notre lavoir qu'on va essayer de reconstruire. Non, l'artiste est pas totalement libre, mais est relativement libre par rapport à ses marges de manœuvre, et il discute avec le collectif, voir tiens, mais comment est-ce que je réponds est-ce que mon œuvre peut répondre à cette demande, est-ce qu'elle répond à ce désir d'art, est-ce qu'elle a bien saisi le problème. Et donc voilà l'origine du programme. Et puis pourquoi Xavier Douroux vient me voir? Il me dit on a plusieurs commandes où les commanditaires ont revendiqué explicitement que s'ils faisaient une commande, c'est parce que quelqu'un était décédé et qu'il y avait encore quelque chose à faire pour cette personne. Alors ça peut être vraiment, une jeune fille assassinée dans une petite ville de Belgique et où la collectivité locale organise ce qu'on fait souvent en Belgique dans le cas de décès de jeunes depuis la fameuse affaire du trou, c'est-à-dire des marches blanches. Mais ils sentent que les marches blanches, c'est pas suffisant, que c'est éphémère, que ça change pas grand-chose. Et donc, ils vont être mis au courant du programme Nouveau Commanditaire. Ils vont commander une œuvre qui sera une œuvre absolument magnifique et où l'artiste italien Maurizio Airo va leur proposer de faire un jardin perpétuellement fleuri. Donc, ça peut aussi prendre ces formes-là, une œuvre d'art, avec une fontaine qui coule au milieu. Et là, peut-être que je peux préciser pourquoi c'est important, cette fontaine. C'est parce que cette jeune fille était assassinée, elle avait 18 ans. Et on a retrouvé son corps 2-3 jours après dans le canal. Et ce que le papa dit, c'est l'eau, qui est une chose merveilleuse, était devenue quelque chose de maléfique. Et avec l'œuvre, on réactive les puissances bénéfiques de l'eau. Et donc, ça, c'est quelque chose que l'artiste a entendu. Et ce jardin, ben, qu'est-ce qu'il fait? Alors, c'est juste pour vous donner un exemple des effets. Là, je trouve que c'est intéressant, les effets de l'œuvre. Ben, ce jardin, ce qu'il fait, c'est que le père me raconte, et la maman que je vais rencontrer, je rencontre les gens de la collectivité locale, me raconte, ben, en fait, ce qu'Annick aimait par-dessus tout, puisque tel était son nom, c'était de réunir des gens. Ben, ce jardin, il réunit des gens. Et puis, il y a plein d'histoires qui vont se greffer là-dessus, où il y a de la beauté, où un jardin perpétuellement fleuri, ça signifie quoi? Ça signifie que chaque fois qu'une fleur meurt, il y en a une autre qui prend sa place et qui va perpétuer d'une certaine manière ce cycle de vie et de mort. Donc c'est une façon de réinscrire aussi
le drame ou l'événement de sa mort dans quelque chose qui est de l'ordre du cycle de vie. Et donc, je reviens à Xavier Duroux, il me dit, comme tu as écrit un livre qui s'appelle Au bonheur de mort, que tu t'es beaucoup posé la question dans toutes les histoires qu'on te racontait, de comprendre, tiens, mais comment est-ce que finalement toutes ces histoires que les gens t'ont racontées à propos des relations qu'ils ont avec leurs défunts, tu en arrivé à la conclusion, me disait-il, que les morts activent les vivants, que c'est la manière dont les gens parlent de leurs morts. Ils se sentent appelés par les morts, ils se sentent activés par leurs morts. Est-ce qu'on pourrait imaginer que ces commandes sont activées par des morts? Est-ce que ce serait leur particularité par rapport à toutes sortes d'autres commandes où il n'y a pas de mort à l'origine? Parce que sur les 400-500 commandes qui ont été réalisées, il n'y en a que quelques-unes qui ont été faites au nom des morts. Donc, il ne s'agissait pas de faire une vaste enquête, c'était juste ces points-là. Et donc, François Hertz m'en a reparlé, et puis Xavier Duroux est décédé. Et donc, cette commande que je reportais, puisque je n'aime pas les commandes, je n'aime pas qu'on me commande, voilà, je n'aime pas qu'on me commande, c'est comme ça que je dois le dire, que je reportais, j'ai pas pu la reporter. À ce moment-là, j'étais moi-même, en fait, commandée, en quelque sorte, activée par quelqu'un que j'aimais beaucoup, qui est Xavier Duroux, et qui, du fait de son décès, me mettait vraiment au travail. Et donc, j'ai enquêté, et les morts à l'œuvre, en fait, c'était une façon... C'est pas moi, je dois être très modeste, parce que ce serait vraiment injuste. La plupart des titres de mes bouquins, qui sont tous formidables, c'est pas moi qui les ai trouvés. Je suis très mauvaise en titres. Je pourrais vous donner des milliers d'exemples de tous les titres que j'avais imaginés. Être bête devait s'appeler L'esprit des étables. C'est affreux, mais je ne me rendais pas compte. Au bonheur des morts devait s'appeler Ne pas oublier Georges. Dans quel rayon mettez-vous Ne pas oublier Georges? Dans Amnésie. À Georges, Amnésie, à ces prénoms qu'on risque d'oublier, bref, etc. Donc, mais mes titres sont désastreux. Et celui-ci devait s'appeler Nos morts en commun. Ce n'est pas si désastreux que ça pour une fois, mais Philippe Pignard m'a proposé, parce que, à un moment donné dans le livre, je dis « Malheureux sont les morts désœuvrés ». Et il a dit « Mais ce malheureux sont les morts désœuvrés », dit-il, c'est ça qui doit faire porter ton livre. C'est ça qui doit porter ton livre. C'est que si tu dis que malheureux sont les morts désœuvrés, eh bien, ça veut dire que les morts, ils sont à l'œuvre. Et je me suis rendu compte qu'en plus, le terme à l'œuvre, c'est un très joli terme. On parle d'être à l'œuvre, ça veut dire on commence un travail. On est au pied du travail où on le reprend. Et donc, les morts à l'œuvre, ça voulait vraiment dire, c'était les morts à la fois, d'une certaine manière, convoqués dans des œuvres d'art, et en même temps, c'est eux-mêmes, d'une certaine manière, qui produisent le fait qu'il y ait œuvre. Oui, c'est ça. Oui, ça, c'est une idée qui me venait en te lisant, c'est que finalement, il y a des commanditaires, et que les commanditaires des commanditaires, ce sont les morts eux-mêmes, quoi. Tout à fait. Et dans la cinquième histoire, oui. C'est comme ça, je ne sais pas si tu veux qu'on en parle maintenant, mais oui. Donc la cinquième histoire, c'est Louise Albertini et Julien qui ont commandé une œuvre parce que Stéphane, le fils de Louise, est mort dans l'attentat du Bataclan. Et très vite, Louise, sans connaître le programme de vente commanditaire, a su qu'il fallait une œuvre pour Stéphane. Elle a su que c'était la seule réponse possible à donner, non pas seulement à Stéphane, mais à tous ceux qui étaient morts dans les attentats, et du Bataclan, et même d'autres attentats. Et c'est assez fabuleux parce qu'elle l'a su en pensant à Guernica. Elle dit, c'est pas tout à fait vrai mon histoire, mais c'est comme ça souvent qu'elle est racontée, que le tableau Guernica, qu'elle est d'ailleurs allée voir, c'est quand elle a vu le tableau Guernica lors d'une exposition, je crois que c'est à Madrid, je ne me souviens plus très bien. Oui, musée Reina Sofia. C'est à Madrid, hein, je pense, ou à Barcelone, je ne sais plus. Madrid. À Madrid, elle s'est dit, mais le gouvernement républicain a commandé ça à Picasso. Et elle dit, il y a une petite torsion de l'histoire, c'est que le gouvernement républicain n'a pas commandé à Picasso, faites-nous quelque chose sur le drame de la guerre, mais souvent on raconte que c'est la version qui est donnée, c'est qu'en fait le gouvernement aurait demandé à Picasso de faire quelque chose par rapport à cette catastrophe, à cette tragédie, à ce drame. Et elle dit, c'est cette idée-là, ce qu'on raconte à propos de Guernica, qui m'a donné l'idée que peut-être la seule réponse possible, c'était une œuvre d'art. Et donc, j'ai passé des heures et des heures avec Louise, parce qu'elle est passionnante, c'est vraiment une femme extraordinaire. Donc, elle a eu cette idée, elle a commencé à chercher, elle ne connaissait pas le programme Nouveau Commanditaire, et donc elle est allée voir des artistes, elle est allée voir des gens, comment faire financer ça, elle a écrit à Macron, elle est allée voir Brigitte Macron, elle a glissé un mot dans la poche d'Emmanuel Macron, enfin bref, elle s'est démenée. Et puis, elle a fini par tomber sur quelqu'un, qui est Patrick Boucheron, qui lui a dit, mais
ce que vous faites, c'est le programme Nouveau Commanditaire. Ce que vous essayez de faire, c'est là. Et donc, une fois que qu'elle a trouvé le programme, ça a mis en compte. Et donc, j'ai passé des heures et des heures avec elle parce qu'elle est passionnante de courage, d'énergie, d'intelligence, de connaissance de l'art. Parce que le parcours de Louise, en plus, c'est un parcours qui l'a rendue de plus en plus experte en art, à rencontrer des artistes, à voir des œuvres, à aller à des expos, etc. Ça a vraiment fait une très grande amateur. Elle était déjà amateur d'art ou amatrice d'art, mais là, elle est devenue. Et toujours est-il que donc j'ai passé des moments de conversation. Et à un moment, une des fins de conversation, à un moment, je lui dis, mais il me semble que Stéphane, il vous a vraiment mis au travail. Elle dit, oui, oui, tout à fait. On n'aurait jamais rencontré Patrick Boucheron, on n'aurait jamais rencontré Mohamed El-Khatib, on n'aurait jamais rencontré... Bref, on n'aurait jamais rencontré tous ces gens, on n'aurait jamais été voir toutes ces expositions s'il ne nous avait pas mis au travail. Et donc, je lui demande, alors, est-ce qu'on pourrait considérer que Stéphane est un commanditaire ? Et elle me répond en riant, non seulement c'est un commanditaire, mais c'est le commanditaire en chef. Et elle termine par la phrase en riant, il nous aura bien manipulés. Et ça, c'est très joli. Et ça, c'est pour moi un des très... Alors, c'est pas dans tous les cas. Il y a des commandes où les gens sont beaucoup plus calmes par rapport à cette question et où je n'évoque pas ce genre de truc avec eux. Mais avec Louise, c'était vraiment l'idée que le mort l'avait, elle, mise à l'œuvre. Et ça, je trouvais que c'était assez extraordinaire. Je ne sais plus quelle était la question, en fait. Pourquoi je parle de ça, moi ? Si, non, c'était... Mais la réponse est beaucoup plus intéressante que ma question, de toute façon. Donc, voilà. Mais tu as déjà un peu répondu à celle que je voulais poser, mais sur le lien entre Au bonheur des morts, d'ailleurs, et les morts à l'œuvre, puisque... c'est donc la façon dont ça t'a mis peut-être différemment toi au travail, oui. Alors que évidemment il y a des choses, déjà il y avait une formule que j'aimais beaucoup dans Au bonheur des morts, tu disais que quand nous pensons, nous nous adressons à nos morts, ce n'est pas véritablement que nous nous souvenons d'eux, c'est plutôt que nous répondons au désir que les morts ont d'être rappelés. Je trouvais ça très beau, c'est-à-dire qu'ils n'en ont pas vraiment fini avec nous. Il y a des choses qu'ils n'ont peut-être pas eu le temps de dire, il y a des choses qui leur importaient et qui n'ont pas pu réaliser finalement. Et c'est comme ça, au fond, qu'ils se réintroduisent dans nos existences. Et donc j'ai l'impression qu'évidemment, il y a un prolongement dans ce livre-là, de cette réflexion. Est-ce que comment tu as approfondi finalement cette perspective, ou quel déplacement finalement ça t'a fait accomplir ce livre par rapport à aux enquêtes que tu avais menées dans Au bonheur des morts? C'est intéressant que tu aies changé ma phrase, parce qu'elle est plus intéressante de la manière dont tu l'as dit que de la manière... Peut-être que je m'en suis mal souvenu, alors. C'est le mot souvenir, en effet. C'est souvenu. Ah oui, ils veulent être souvenus, oui. Les morts veulent être souvenus. Et d'ailleurs, ça avait fait un débat avec mon éditeur qui corrigeait en disant mais pourquoi on ne dit pas on veut être souvenu? D'abord, je dis en Belgique, on le dit. C'est pas vrai, hein, honnêtement. Bon, c'est pas exagéré, mais en général, quand je fais une faute de français, je dis non, mais en Belgique, on dit ça. Non, mais c'est marrant, ça m'a mis au travail aussi, moi, tu vois, j'ai transformé le... Voilà, et tu l'as transformé, peut-être pas parce que le terme résistait, comme il a résisté auprès de mon éditeur, mais je l'ai maintenu, mais avec une petite notice explicative. Mais je pense que si tu utilises le terme rappeler, peut-être en effet parce que les morts à l'œuvre, c'est peut-être rappeler qu'il faudrait dire plutôt que souvenu. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça le déplacement. Parce que, et je crois que le déplacement, tu l'as fait. C'est pour ça que je dis souvenu, en fait, c'est non seulement une faute un peu sémantique qui a le grand efficace de ralentir. Je pense qu'il faut parfois... Alors, je ne suis pas poète, je ne suis pas une vraie écrivaine, mais j'essaye de bien écrire. Et il me semble que parfois, mettre une petite difficulté sur laquelle on trébuche dans une phrase vous oblige à considérer, elle n'a pas fait ça jusqu'à présent, qu'est-ce qu'elle essaye de fabriquer? Donc, je suis une pragmatiste, donc c'est des effets qui m'intéressent. C'est des effets. Alors, les poètes, ils ont les effets poétiques. Moi, j'ai les effets de pouvoir faire de temps en temps trébucher mon lecteur sur quelque chose qui, normalement, ne devrait pas être dit comme ça. Isabelle Stenger, c'est une autre technique, elle, c'est rallonger les phrases en mettant le verbe à un endroit absolument improbable qui vous oblige à aller le chercher. Ce qui vous oblige à ralentir. Donc, vous ne pouvez pas dire « j'ai compris tout de suite ». Il écrit en allemand, quoi. Oui. Et donc, le rappeler... Donc, le souvenu avait pour effet, et je l'avais maintenu, de faire trébucher sur la phrase en disant « les morts souhaitent être souvenus ». Puisque c'est une expression bizarre, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie simplement, et je me référais à un anthropologue vietnamien dont j'avais été passionnée par le travail, qui disait « Nous ne savons pas
si le fait que nous nous souvenons est dû à notre propre volonté de nous souvenir, ou si c'est les morts qui réclament ça de nous, qui réclament, et donc il ne le disait pas être souvenu puisqu'il écrit en anglais que j'ai dû le traduire, mais c'est comme ça que ce vouloir être souvenu, c'était une façon de dire je ne prends pas position par rapport au fait que nous sommes peut-être les seuls porteurs de ce désir, ou bien peut-être que c'est les morts qui nous activent. Donc c'était ça le but, de faire trébucher la phrase, c'est-à-dire de ne pas permettre de prendre position trop vite. Et je trouve que ton terme « rappeler » est très intéressant parce que les morts veulent être rappelés. En fait, rappeler quelqu'un, c'est le faire revenir. Oui. Et donc, c'est pas simplement souvenir, c'est beaucoup plus actif. Et il n'est pas impossible, en effet, qu'il y ait une différence en ce que je lisais, enfin, ce que j'entendais dans les histoires qu'on m'en racontait entre 2007 et 2014, qui était le moment où je menais mon enquête pour écrire Au bonheur des morts, où les gens me racontaient des récits de ce qui leur arrivait dans leur vie, quand ils se sentaient que les morts n'étaient pas tout à fait partis, qu'il y avait des présences, que quand ils rêvaient de leur mort, peut-être que le mort faisait un message, etc. Mais sur un mode pas du tout délirant ou enchanté. Hein. Les gens disaient, je sais bien que ce que je dis peut paraître bizarre, et nous n'en savons rien, mais j'aime bien quand même l'idée que ça pourrait être possible, que les morts, peut-être, en effet, ont encore des choses à nous demander. Ça, c'est le premier point. Alors, ce que j'ai remarqué quand donc j'ai travaillé dans les morts à l'œuvre, c'était le fait, en effet, que les morts sont vraiment rappelés. C'est-à-dire, on les reconvoque. Et on les reconvoque sans trop leur demander leur avis, peut-être, parce qu'il y a encore des choses à faire. Il y a des comptes qui ne sont pas réglés. Il y a alors des comptes qui ne sont pas réglés. Il y a deux situations où très clairement les comptes ne sont pas réglés. C'est une œuvre qui est commandée qui est un pont sans fin. Un pont sans fin, et qui est une œuvre qui est commandée par des commanditaires qui sont des anciens combattants en France. Ça m'échappe. À Vaux. Non, à Vaux. À Val d'Oie. Oui. Voilà. Et ce sont des anciens combattants qui vont s'insurger, s'inquiéter, trouver totalement anormal qu'on oublie et qu'on n'honore plus la mémoire des commandos d'Afrique et de Provence qui sont venus mourir en 1944 dans les bois de l'Arceau, sur le territoire de Belfort, donc dans cette petite commune, et qui disent, d'année en année, il y en a de moins en moins qui viennent, alors qu'on leur doit tellement de choses, alors qu'on leur doit, c'est à eux, c'est eux qui ont délivré Belfort. Ils sont venus de loin, ils n'avaient rien à voir dans cette guerre, et ils sont venus. Et on est en train de les oublier. Et donc ces anciens combattants français voulaient impérativement que quelque chose soit fait pour honorer leur mémoire et qu'on ne les oublie pas. Ça, c'est des comptes qui ne sont pas réglés. Et c'est pas au sens polémique ou conflictuel du terme, quoique souvent, oui, il pourrait y avoir des conflits et des polémiques. Et il y en a eu, hein, il y en a eu pas mal, parce que les politiques se sont vraiment très fort opposés à ce projet, pour des raisons absolument bizarres, parce qu'en plus, c'était des politiques de droite. Oui, c'est très étonnant. Qui normalement sont plutôt à bon, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Ça, c'est le premier cas de figure. Et le deuxième cas de figure, c'est une histoire encore plus ancienne. Il y a une commande qui a été faite pour deux personnes qui sont décédées dans les années 1870 pour l'une et 1890 à peu près pour l'autre, qui sont deux condamnés au bagne totalement injustement pour des raisons politiques, qui ont été depuis, enfin donc il y a eu, alors c'est qui? C'est Jean-Baptiste Petit et Pierre Vaux. On est à Longe-Pierre. Et qu'est-ce qui leur est arrivé? Eh bien, aux environs des années 1850, à Longe-Pierre, l'un était adjoint de mairie et a été même élu maire à un moment donné, mais ça a été la pagaille, était très républicain, très à gauche, était instituteur du village. Il a été destitué de son poste de maire. Ouais, il était destitué alors qu'il avait été élu, etc., par le préfet, hein, donc, mais en deux mèches avec l'ancien maire, qui était pas tout à fait du même bord. Pas tout à fait. Et lui-même s'était fait détester par les notables de Longe-Pierre. Pourquoi? Parce qu'il avait exigé la gratuité de l'école pour tous les enfants. Ce qui n'arrangeait pas du tout les notables qui ne voulaient pas que leurs enfants fréquentent la même école que les pauvres.
il avait aussi exigé que la loi sur les communs, sur les pâtures communes notamment, soit appliquée, alors que les notables refusaient de l'appliquer parce qu'ils ne voulaient pas que les bêtes des pauvres pèsent avec leurs propres bêtes à eux, parce que les bêtes des pauvres, ben, c'est des oies et autres, et c'est sale, et ça salit tout, etc. Donc, il avait quand même mis pas mal de souks dans ce village en empêchant des injustices. Et les commanditaires ici, et puis, alors j'oublie de préciser, des incendies éclatent dans le village, des incendies criminels. Je crois qu'une bonne vingtaine de maisons, pas je crois, une bonne vingtaine de maisons seront brûlées et ils vont être accusés. Alors que ceux qui ont mis le feu, c'est justement cet ancien maire et ses comparses. Et ils vont être envoyés au bagne. Et il y a des conspirations, des manigances et tout, qui font qu'il n'y a pas moyen de faire réouvrir le procès. Alors que plusieurs témoins disent qui est le réel coupable. Et finalement, ils vont être en effet acquittés, mais c'est trop tard. Ils sont morts au bagne. Et dans le village de Longe-Pierre, il y a des gens qui continuent à dire qu'ils étaient coupables. Et donc, il y a vraiment deux camps. Il y a les notables d'un côté et il y a les républicains. Et un des commanditaires me disait, vous savez, il y a encore des repas qui finissent en pugilat si on aborde ce sujet-là. Et donc, il dit, en fait, s'il y a une chape de plomb, il y a comme un silence qui pèse sur cette affaire. On ne peut pas l'évoquer. Et qu'est-ce que signifie le fait qu'on ne peut pas l'évoquer? Ça signifie que ces injustices du temps passé sont encore actives, d'une manière ou d'une autre. Et donc, on va aller rechercher des morts de l'ancien temps, d'abord pour l'injustice qui a été commise à leur égard, pour le fait que même s'ils ont été acquittés ou graciés, ils ne sont pas vraiment réhabilités. Il n'y a rien qui est fait pour dire à quel point c'était injuste. Et donc, ces commanditaires considèrent qu'il y a encore des comptes à régler et ces comptes continuent, d'une certaine manière, à peser sur la vie collective aujourd'hui. Est-ce que c'est... Je m'arrête ici? Non, oui. On va reprendre d'ailleurs avec la question. Ok, non, mais c'est très bien, parfait. Alors justement, parce que je reviens, et là, ces deux-là en particulier concernent des territoires précis, et c'était ma question suivante, c'est que parmi les commandes que tu présentes, plusieurs se situent dans des espaces qui ont été l'objet de violents conflits territoriaux, et qui ont même été souvent ravagés au nom de furie de l'accaparement, d'une sorte de rage de la possession, au moins depuis la guerre franco-prussienne de 1870, puis lors des deux guerres mondiales. Et d'une certaine façon, d'ailleurs, après j'y réfléchissais, les incendies de 1850, 1851, 52 sont presque comme des signes annonciateurs de tous les embrasements à venir qui vont ravager ces territoires. Et c'est un peu le cas aussi en Belgique, puisque dans cette même zone géographique. Donc je me demandais si l'histoire de ces territoires avait compté dans ton choix des œuvres sur lesquelles tu as retenu pour le livre. Et c'est une question qui m'occupe d'autant plus l'esprit que tout au long du livre, tu proposes une réinterprétation très forte de la notion de propriété et corrélativement de la notion d'appropriation, en t'appuyant par exemple sur des réflexions d'Isabelle Stengers, qu'on a évoquées tout à l'heure, mais aussi sur celle de la juriste Sarah Van Uxem, qui cherche à étayer juridiquement la possibilité du commun aujourd'hui. Voilà. Donc c'est la question sur l'importance de ces territoires un peu singuliers. En fait, non, j'ai pas choisi du tout en fonction des territoires. En fait, moi, j'ai simplement suivi ce que Xavier m'avait demandé. Il n'y a pas énormément d'œuvres, en tout cas officiellement, qui sont commanditées au nom d'un mort. Je le découvre au moment où je le dis, c'est ce que je viens de dire. C'est qu'en fait, on ne sait pas, finalement. Quand il y a une commande, il n'y a pas un mort derrière. Je veux dire, on ne sait jamais ce qui nous agit. Et je veux dire, on a quand même tout un paquet d'histoires, chacun derrière nous. Et ce qui nous fait agir, ça pourrait aussi, d'une certaine manière, comprendre, dans tous ceux qui nous font agir, ça pourrait comprendre des morts, d'une manière ou d'une autre. Je vais dire, moi, par exemple, j'ai écrit Au bonheur des morts parce que j'étais agi par des morts qui remontaient à 1904. Oui. Je vais dire par là que, alors comment est-ce que ce mort m'agissait? C'était ça. Bon, moi, j'ai écrit Au bonheur. Je vais faire un petit encart et puis je reviendrai au territoire. Moi, j'ai écrit Au bonheur des morts. Pourquoi? C'est pas dans Le bonheur des morts, mais je l'ai jamais caché parce que ma sœur est décédée en 2003 et que ça m'a mis tellement en question par rapport à la vie, et aussi par rapport à qu'est-ce que les morts exigent de nous. Voilà, qu'est-ce que je devais faire qu'elle ne pouvait plus faire? Comment est-ce que je devais prendre soin de ses enfants,
Est-ce que je devais jouer un rôle de tante, de marraine, ou faire ce qu'elle-même aurait fait? Vous savez, enfin, tous ceux qui sont grands-parents savent très bien qu'il y a bien une jouissance qu'on peut avoir en tant que grands-parents, par exemple, c'est de faire des choses que les parents, normalement, ne laissent pas faire aux enfants. Et ben, comme tante aussi. Comme marraine, encore plus. Allez, goûte un peu du coca. Allez, ça va, c'est bon. On est d'accord. Et par exemple, c'est des bêtes questions, mais comment est-ce qu'on relaye à ce moment-là? Est-ce qu'on relaye en faisant exactement comme elle aurait fait, parce qu'il faut prendre le rôle, ou bien non, il faut pas. Il n'y a pas de réponse. Enfin, chacun trouve sa réponse, mais moi, j'en avais pas. Bon, par contre, les questions me mettaient terriblement au travail. Et puis, je me suis dit, mais tiens, quand on perd quelqu'un, mais comment est-ce qu'on... Quelles sont les questions qui nous agitent? Et puis, est-ce que ma sœur est... Je vais dire, je me suis vraiment posé la question. Vous savez, vous perdez quelqu'un à qui vous tenez énormément. Et c'est un tel scandale dans l'existence que votre principe de réalité, tel qu'on le dit, ben, il est quand même fameusement ébréché. Souvent, quand on perd quelqu'un, la réalité même, ben, vous ne savez plus très bien à quoi vous avez affaire. D'ailleurs, la première chose, ça c'est Jean Alouche qui le rappelle, un psychanalyste, première chose souvent, et c'est tout à fait vrai, et même moi, quand on vous annonce la mort de quelqu'un qui vous est très proche, par exemple au téléphone, la première chose que vous allez dire, ce n'est pas vrai. Et c'est très bizarre de dire ça. Et ben c'est parce qu'en effet, il y a quelque chose qui n'est pas vrai. Donc, je suis mise au travail par la mort de ma sœur et je me pose la question, mais qu'est-ce que je fais de toutes ces questions que je me pose? Est-ce que j'en ferai pas un travail philosophique? Mais d'autre part, et c'est je remonte à 1904, au moment où je commence à mener mon enquête, comment font les autres? Quelles sont les questions? Est-ce qu'ils ont des sentiments de présence et des choses comme ça? Est-ce qu'ils se sentent activés par les morts? Donc moi, je suis activée par ma sœur, en quelque sorte. C'est elle qui me fait poser les questions. Je me souviens que mon père me racontait une histoire très régulièrement, selon laquelle le frère de son propre père, alors on va mettre des noms, autrement on n'en sortira pas, le frère de mon père, le père de mon père, donc mon grand-père, que je n'ai jamais connu, parce qu'il est mort en 1945, s'appelait Raymond. Quand Raymond était tout petit, il avait 11 ou 12 frères et sœurs. Je dis 11 ou 12 parce que ça a dépendu des moments. Ça, c'est un peu cynique, c'est la façon dont je le dis, mais bon. Son frère aîné de 14 ans doit partir en train. Le père va le conduire à la gare. Ils arrivent à la gare, on est en 1904, ça je ne le savais pas, c'est dans mon enquête que je le découvre. Et le père voit que le train précédent est encore à quai parce qu'il est en retard. Il dit à son fils, prends celui-là, tu arriveras plus tôt. Le fils prend le train déraille et le fils meurt à 14 ans. Et mon père me disait, tu t'imagines, il a demandé à son fils de prendre un train plus tôt et quelques mois après, il mourait de chagrin et sa femme aussi, laissant 12 enfants. Dont mon grand-père. Et mon père me l'a raconté tout le temps, celle-là. Eh bien, je me suis dit, quand j'ai commencé mon enquête, je fais quoi de cette histoire? Qu'est-ce qu'elle signifie? Pourquoi mon père me racontait ça? Qu'est-ce qu'il voulait que je fasse avec cette histoire? Est-ce que c'est la mort de chagrin? Est-ce que c'est la responsabilité? Qu'est-ce que ça signifie? Et j'ai fini par comprendre. Alors, comprendre, c'est pas expliquer. Ça, il ne faut surtout pas expliquer ce genre de choses. D'abord parce que mon père n'est pas là pour défendre sa propre version des faits. Mais j'ai fini par comprendre, et comprendre, c'est Mathieu Pot-Bonneville qui m'avait appris ça, qui est un de tes amis. Il m'avait dit comprendre, ben c'est Wittgenstein qui disait ça, il disait c'est donner une suite. Si on te demande est-ce que tu comprends le rapport entre 3, 6, 9, ben que tu réponds 12, c'est que tu as compris. Et qu'est-ce que tu as fait pour comprendre? Tu as donné une suite. Et je me suis dit, ben, comprendre cette histoire, c'était lui donner une suite. Et c'était mon travail, chaque fois que je travaillais avec les morts, c'était de me dire, on me raconte quelque chose. Il ne faut pas l'expliquer, il ne faut pas l'analyser, il faut donner une suite. C'est-à-dire, il faut donner une autre histoire qui l'éclaire sous un jour, qui fait qu'apparaissent des choses dans cette première histoire qui ne paraissaient pas tant qu'on la racontait toute seule. Et qu'une autre histoire encore viendrait éclairer différemment. Donc ça n'explique pas, ça donne des multiplicités de versions possibles, des méthodes, des voies, des accès. Alors j'en reviens à mon père. Alors là, je donne la solution, bien que je voudrais vous dire, mais non, allez lire le livre, c'est dans la dernière page, ou allez lire la dernière page. J'ai fini par donner suite à ça de dire, finalement, Georges, c'est pour ça que le livre devait s'appeler Ne pas oublier Georges, ce grand-oncle qui est mort à 14 ans,
Si mon père ne racontait pas cette histoire, Georges n'existerait plus. Si Raymond, le père de mon père, n'avait pas raconté à Robert, mon père, cette histoire, Georges serait mort avec Raymond en 1942. Et donc raconter cette histoire et de la dramatiser en disant les parents sont morts de chagrin, ce qui est probablement faux et probablement vrai en même temps. Ils sont morts 5 ans après, pas quelques mois après, parce que j'ai pu retrouver avec l'enquête la trace de l'accident de chemin de fer. Enfin, une enquête très longue, hein, de trouver un accident de chemin de fer en 1904. Il y en avait plein. On ne voyait que ça. Les trains n'avaient dans l'idée que de se percuter, et particulièrement dans la gare de naissance du roman policier. Vous savez pourquoi les romans policiers, hein? Les romans policiers, c'était parce que les gens, quand ils prenaient le train, il fallait quand même un peu les désangoisser, les occuper. Donc les romans policiers, les romans de poche, les romans de gare, quoi. Les romans de gare, pardon, les romans de gare, c'est qu'ils pensent à autre chose qu'au fait, mon train va probablement percuter un autre. Il est fort probable que j'en perde la vie. Je reviens maintenant au terme. Voilà. Donc ça, c'est pour expliquer, en effet, quel est le mouvement qui m'a animée. Et donc, quand j'ai travaillé cette question des morts à l'œuvre, d'une certaine manière, j'étais mise en mouvement, et c'est pas les territoires qui m'intéressaient dans cette histoire-là, c'était plutôt une commande de Xavier Doreau, et de me dire, je vais peut-être apprendre des choses nouvelles, parce que ça, c'était aussi quelque chose c'est que je pensais, vous allez penser que je suis vraiment très prétentieuse, mais quand je suis sortie de mon enquête au bonheur des morts, j'avais vraiment le sentiment de tout savoir. Mais souvent, quand on sort d'une enquête, on a le sentiment de tout savoir. Pourquoi ? Parce qu'il y a un effet de ce que j'appelle l'effet de redondance. Quand j'ai travaillé sur les territoires, à un moment donné, je lis des choses et j'ai l'impression que je n'apprends plus rien. Et je me dis, normalement, et on continue, et on voit se répéter des choses que vous savez déjà. Donc on se dit, tiens, l'effet de saturation est atteint, on peut complètement se gourer, on a peut-être complètement loupé quelque chose, mais voilà. Donc, l'effet de saturation me semblait atteint, et donc j'étais persuadée, après avoir fini mon enquête au bonheur des morts, que j'avais tout entendu et tout vu. C'était totalement faux. Et ça, je l'ai découvert en faisant cette enquête. Alors, j'en viens à la question des territoires. Donc, les territoires, moi, j'allais où on me disait d'aller. Il y avait eu un mort qui avait réussi à convoquer des vivants, ou des vivants qui avaient réussi à se sentir, à être assez disponibles, à se sentir convoqués par des morts. C'est ça qui me guidait. En revanche, la question des territoires, c'est quelque chose, évidemment, qui m'a beaucoup intéressée, puisque juste avant ce livre-là, j'ai fait toute une enquête sur les territoires chez les animaux. Et ça va converger. Alors, la question du territoire, elle va apparaître dans cette enquête des morts à l'œuvre sur une autre manière. C'est sur la question, et c'est ça que tu me tendais comme perche pour que je ne m'égare pas complètement, ce que j'ai fait depuis lors, mais j'y reviens, en citant Sarah Van Huxem. Alors, Sarah Van Huxem, c'est une juriste absolument magnifique, merveilleuse, qui a fait un travail mais formidable, d'une inventivité, d'une rigueur. Absolument, elle est toute jeune en plus, c'est vraiment formidable. C'est une juriste. Et c'est une juriste qui a décidé de travailler sur la question de comment on va soutenir la possibilité de commun, alors qu'il n'y a pas de cadre juridique vraiment très... Il y a des cadres juridiques, mais ils ne sont pas très bons. Ça va ? C'est assez mal fichu pour l'inventivité juridique que demande le fait de faire commun. Donc, de faire commun, c'est pas seulement une veine pâture ou une source commune, hein, et seulement des bois. C'est vraiment faire commun. Il y a ça déborde largement le cadre. Vous savez, les logiciels libres, c'est du faire commun. Des radios libres, c'est du faire commun. Enfin, bref. Et elle se demande, c'est très difficile de changer les lois et de les inventer. Le cadre juridique ne le permet pas. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est chercher dans les lois d'anciennes interprétations qui permettent de leur faire dire autre chose que ce qu'elles disent aujourd'hui. Donc il ne s'agit pas de les faire mentir, il s'agit simplement de chercher dans toute l'histoire d'une loi une possibilité d'interprétation qui permettrait d'offrir des cadres juridiques à cette activité de commoning, comme ils disent, parce qu'on dit commun, c'est pas un mot, c'est un verbe. Et donc Sarah Van Huxem, je l'ai moi j'ai convoqué son travail quand je travaillais sur la question des territoires. Pourquoi ? Parce que si je travaillais sur la question des territoires chez les oiseaux, c'est parce que j'avais le sentiment que sur les territoires chez les oiseaux, j'allais pouvoir peut-être rompre avec l'imaginaire qui guide notre sentiment des territoires en pensant, et j'avais pas tort, qu'il y avait moyen de trouver chez les ornithologues des conceptions du territoire qui permettaient de le désincarcérer
de la notion de propriété privée sous lequel il circule depuis le XVIIe siècle. Je renvoie ici à Philippe Descola et à ses cours au Collège de France sur la notion de territoire. Donc ce que j'essaie de dire, c'est quand on pense territoire, dans notre tradition, souvent on pense propriété privée. Et c'est depuis le XVIIe siècle. Avant le XVIIe siècle, et justement, le XVIIe siècle, c'est quoi? C'est les enclosures, c'est-à-dire la mort des communs. Donc ce que j'essayais de faire, c'était de désincarcérer dans l'imagination l'idée qu'une propriété privée était nécessairement équivalente à... un territoire était nécessairement équivalent à une propriété privée et qu'il y avait d'autres conceptions possibles du territoire. Et Van Luxem, à ce niveau-là, a une notion, je vais dire, va développer quelque chose que je trouvais aussi chez Étienne Souriau, le philosophe de l'esthétique, c'est la notion d'appropriation. Et elle dit, en fait, quand on s'approprie un territoire dans certaines cultures, on se rend approprié à ce territoire tout autant qu'on le rend approprié à soi. Et donc l'appropriation n'est plus du tout une prise de possession sur le mode de la propriété, mais devient au contraire le fait de se transformer pour devenir un être de ce territoire, de transformer ce territoire afin qu'il devienne le territoire de cet être. Ce sont des opérations et le commun pourrait faire partie de ces actes d'appropriation puisque le commun insiste beaucoup sur les usages. Et donc la question des territoires, pour moi, elle se posait dans les morts à l'œuvre, simplement en termes non pas de territoire au sens traditionnel du terme, de lieu, de site particulier géographiquement localisé, bien que ça compte pour les gens, mais moi je ne me suis pas tellement attachée. Mais en revanche, je gardais quelque chose qui est une superbe définition de Sarah Van Luxem, de dire comment redéfinirait-on la propriété dans cette perspective? Ben, ce serait quelque sorte, là je trahis un peu ces mots, mais on est dans son esprit, l'art d'habiter les choses. Et donc même la propriété de cette bouteille, si je dis qu'elle est à moi, bien il va falloir d'une certaine manière que j'apprenne l'art d'habiter cette bouteille, c'est-à-dire l'art de bien en user, l'art d'en faire un usage, bref. Et donc c'est là où ça s'est croisé, mais sans se recouper totalement. Là je viens d'être vachement abstraite, il y a la moitié qui s'est endormie. Non, mais Gilles, trouve-nous une question qui réveille tout le monde. Non, en plus, on voit bien que plusieurs des œuvres sont dans des espaces publics. Donc, oui, elle les reconfigure aussi, toujours, ces territoires. Oui. Et ce que tu montres bien aussi dans le livre, c'est que des commanditaires vont s'approprier l'œuvre en s'appropriant à elle aussi, justement. Oui. Il la découvre en la faisant, et elles enclenchent justement des récits. Comme tu le dis, elles enclenchent une activité de fabulation. Est-ce que tu veux bien revenir sur ce terme de fabulation? Tu dis qu'au fond, justement, ces commandes, ce sont des histoires, et qu'une histoire, c'est ce qui doit se faire, quoi. C'est pas seulement une remémoration, et tu emploies ce beau mot de fabulation. Alors, la fabulation, en fait, elle intervient pour moi à un niveau très très important. C'est au moment, en effet, de l'appropriation de l'œuvre. Mais il faut dire que cette appropriation de l'œuvre, en fait, il y a d'abord une première chose que je dois préciser, c'est que le commun ne préexiste pas. Donc, ce collectif qui va se fabriquer pour demander une œuvre d'art, très souvent, il n'y a pas de vrai commun. Il y a des intérêts divergents qui vont converger. Par exemple, le pont sans fin, ce sont des anciens combattants qui le demandent. Mais en fait, ils ne vont pas le faire tout seuls. Ils vont s'associer au centre culturel de la cité de l'Arceau, qui se trouve sur le territoire de Val-d'Oie, près du bois. D'ailleurs, il porte le même nom que le bois. Ce centre culturel qui s'occupe, en fait, qui prend en charge, qui a, comme dans une cité qui est de population majoritairement maghrébine et qui a été pas mal ghettoisée. Et pourquoi est-ce qu'ils vont être intéressés? Donc, des anciens combattants qui disent les commandos d'Afrique et de Provence, on les oublie, s'associent avec un centre culturel, un centre d'éducation, enfin la clé, je ne sais plus ce que ça signifie, je peux oublier l'acronyme, avec donc un centre culturel qui s'occupe d'une population majoritairement maghrébine et qui va s'associer aussi avec des écoles. Qu'est-ce que ça fabrique tout ça? C'est des intérêts qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Sauf que, et c'est là où on arrive à la fabulation, quand l'œuvre est faite, comment est-ce que chacun s'approprie cette œuvre et dit « c'est exactement ça qu'on voulait ».
alors qu'ils n'ont rien eu à dire sur sa fabrication, que l'artiste est totalement libre. Alors, si on peut peut-être repasser... Sur le pont. Le pont. Ouais. Voilà. Je ne sais pas si vous imaginez les anciens combattants confrontés à de l'art contemporain comme ça. Eh bien, ils le disent eux-mêmes, au début, on avait des doutes. Si l'art contemporain a vraiment besoin de médiateurs, c'est bien en effet parce que ce n'est pas directement accessible sans un minimum de mise en culture. Alors, et puis les anciens combattants, qu'est-ce qu'ils disent? On avait des doutes, mais en fait, c'est tout à fait ce qu'il nous fallait. Alors on leur demande, mais qu'est-ce qui... Et là, vous voyez que la mise en commun va commencer à se fabriquer. En fait, ça ressemble à des palettes. D'ailleurs, c'était un des reproches qu'ont fait les politiques qui n'en voulaient pas. Ah, ben, ils vont foutre la cité de l'Arceau, très ghettoisée, ben, ils vont foutre le feu. Ah, des palettes, ça va vraiment attirer le feu. Eux disent pas du tout. Ça ressemble exactement aux constructions militaires qu'on a en campagne. C'est fait pour nous. Puis du bois, c'est les bois de l'Arceau. C'est quand même dans les bois que cette bataille s'est faite. Il fallait quand même le rappeler. Et puis le bois, ça s'entretient. Si vous ne l'entretenez pas, ça se détériore. C'est comme la mémoire. C'est exactement ça qu'on voulait dire. C'est que la mémoire, elle s'entretient. Et ils se mettent, et c'est ça que j'appelle des fabulations, à raconter des histoires. Et vous savez, dans les bois de l'Arceau, vous savez, les bois, on ne peut pas les couper, les arbres. Vous savez pourquoi? En fait, parce qu'ils ont protégé pendant pas mal de soldats pendant les tirs, et ils sont truffés de plomb. Ça casse nos scies. Et donc, les arbres, d'une certaine manière, les balles que les arbres ont protégées, maintenant les arbres sont protégés par les balles. Et donc, normal qu'on utilise le bois parce que ça raconte cette histoire aussi. Et donc, ils en ajoutent. Mais c'est ce que tu appelles une inversion bénigne. C'est une inversion bénigne. Très joli. Ouais. Alors, l'inversion bénigne, ça vient de Michel Tournier, qui il fait référence dans Le Roi des Aulnes. Oui, c'est ça, dans Le Roi des Aulnes. Et à un moment donné, il dit l'inversion maligne, c'est ce qui fait que certaines belles choses deviennent moches, deviennent laides. D'ailleurs, il va prendre le cas du miroir, que le diable va tendre à Dieu pour que Dieu voit tout en moche, tout en affreux, etc. Bon. Et la version maligne, eh bien, Tournier dit, la version maligne, par exemple, c'est quand l'innocence devient pureté. C'est-à-dire qu'on désactive toutes les puissances de la vie dans la pureté. Et l'inversion bénigne, eh bien, c'est retourner ce que l'inversion maligne, d'une certaine manière, avait retourné. Donc, c'est un effet de retournement. Et donc on a nos anciens combattants. Oui, mais comment est-ce qu'ils s'y retrouvent, les gens de la clé, les gens du centre culturel, les gens de la cité de l'Arceau, qui sont des gens qui sont très disqualifiés, puisque, bon, ouais, on dit, ces jeunes vont foutre le feu, c'est très ghettoisé, etc. Pas du tout. Ils vont se mettre d'accord sur une histoire commune avec les anciens combattants. En fait, les gens de la cité de l'Arceau, ce sont les descendants des Maghrébins qui sont venus, même si c'est pas du tout vrai. Mais ils sont comme leurs descendants. Et puis, tout compte fait, s'ils sont comme leurs descendants, il y en a quand même bien un ou deux qui est resté. Même, ils sont pas tous morts, et ils ne sont pas tous repartis. Il y en a bien un ou deux qui sont restés. Donc, probablement qu'il y a des vrais descendants dans cette histoire. Et donc, vous avez une fabulation qui est une création totalement fabulée, une adoption d'ancêtres dont ils vont être fiers. Et d'une certaine manière, un pont sans fin devient la commémoration d'ancêtres de ces jeunes Maghrébins dont ils vont pouvoir être fiers. Et ça, c'est une fabulation commune qui fait que l'œuvre peut être appropriée. Et ça, c'est vraiment au sens de Souriau Van Uxem, Étienne Souriau, Sarah Van Uxem. C'est devenir approprié à l'œuvre, j'en suis fière. D'une certaine manière, c'est mon histoire, c'est mes ancêtres, etc. Ou c'est mes façons de me déplacer en campagne comme militaire, c'est mes bois de l'Arceau, c'est mes bois qui protègent, etc. C'est mes gestes qu'il va falloir perpétuer pour que la mémoire, d'une certaine manière, survive. Et en même temps,
Et l'œuvre devient appropriée à eux et ils deviennent appropriés à l'œuvre. Et ça, pour moi, c'est ça à la fois qui fabrique le commun et que le commun fabrique. Et le commun, c'est vraiment un verbe d'action. Ça en commune. Comme ça en commune, oui. Ça, c'est Marisol de la Cadena qui proposait ça comme expression. Ces morts deviennent communs, quoi. Oui. Ils ont en commune les gens et ils sont encommunés par les gens. Et d'ailleurs, et par la même occasion, d'ailleurs, dans ce texte, tu montres aussi comment ça rappelle aussi, en inscrivant dans cette histoire, les commandos de Provence, qu'on avait aussi parfois oubliés. Alors, on avait constaté ça, en effet, que quand on parlait, il parlait toujours des commandos d'Afrique. Alors, à un moment donné, j'étais avec Pauline de la Boulay qui m'aidait dans une partie de cette enquête et qui dit, mais vous dites commandos de l'Afrique, mais c'est les commandos de l'Afrique et de Provence. Et là, c'était intéressant, c'est que les anciens combattants nous ont dit, mais il est fort possible que si nous occultons, c'est parce qu'en fait, nous sentons plus redevables voilà, vous connaissez les raisons pour lesquelles, surtout que ces anciens combattants ont quand même fait la guerre d'Algérie, il ne faut pas l'oublier. Donc, je veux dire, la relation n'est pas si simple que ça. C'est pour ça que c'est intéressant, c'est que ça n'empêche pas, au contraire, ça met au jour des frictions et on travaille avec ces frictions aussi. On fait œuvre dans le dissensus, tu dis. Tout à fait, je trouve ça très juste et très, très beau. Alors, je vais peut-être sauter des 72 questions pour arriver directement à la 73e. Oui, d'accord, oui. Celle qui est en italique qu'on ne devait pas poser. Oui, non, parce qu'en fait, j'en posais une dernière, mais en disant que, on va donner la parole à la salle, toi aussi, avec tes enquêtes, tu fabriques des récits, et au début de chacun d'entre eux, tu poses la question, où devrions-nous commencer par raconter l'histoire ? Et donc je te pose cette question pour finir, évidemment. Et à la lecture, on perçoit ce leitmotiv comme marque dans ton écriture de scrupules. Et donc, est-ce que j'ai raison ? Est-ce que tu pourrais en dire un peu plus, même si j'ai tort ? Non, tu n'as pas tort, c'est juste encore de nouveau. D'abord, l'explicité avec mon lecteur, c'est exactement comme je fais, c'est-à-dire faire trébucher à un moment donné. Donc commencer chaque chapitre en disant par où je commence. Alors que d'habitude, un auteur ne dit pas à son lecteur par où je commence. Quand même, tu fais ton boulot, quoi. Tu commences et puis tu ne nous emmerdes pas avec tes questions. Hein. Tes atermoiements. Oui. Hein, fais ton travail. N'embête pas les gens avec la fabrique du travail. Je veux dire, un cuisinier ne vient pas vous expliquer toute la recette. Et après, j'ai mis 2 oignons, pas 3, au moment où vous êtes au restaurant. On est bien clair. Quoique, ça pourrait arriver, mais je ne pense pas que je le souhaiterais. Je voudrais bien qu'on je suis au restaurant pour manger. Pas pour parfois, il ne vaut mieux pas savoir. Voilà. C'est pas faux. Toujours est-il que si j'embête mon lecteur en lui disant, je vous fais participer aux questions même de l'écriture, c'est parce que c'était, me semblait, impératif dans la première. Et chaque fois, c'était impératif pour d'autres raisons. Je pourrais donner une grande raison théorique générale, c'est Gilles Deleuze qui nous a appris à prendre les choses par le milieu, à penser par le milieu, c'est-à-dire à éviter et pourquoi est-ce que... Voilà, je peux déjà répondre un peu généralement, parce que finalement, même si j'aime pas les généralités, celle-ci, ce serait plus une transversalité. Qu'est-ce que ça veut dire penser par le milieu dans ce cas-ci ? C'est ne pas donner à une origine le pouvoir d'être une cause. C'est pour ça que je t'ai posé cette question. En fait. Et ne pas donner à la fin le pouvoir d'être une finalité en vis-à-vis de laquelle la cause se dirigerait tranquillement, comme si elle était déterminée. Donc, penser par le milieu, c'est vraiment c'est pas aller dans les racines, c'est pas aller au sommet, c'est prendre les choses, en effet, où vous essayez d'affaiblir le plus possible la puissance des causes à causer. Je parle comme Stengers ici. Et je le fais exprès, parce que je trouve qu'elle donne une très belle version pratique de Deleuze. Et donc, ça, c'est une vision transversale. Et je partage cette perplexité avec mon lecteur en disant, on ne va pas aller trop vite. Et ce que je fais à ce moment-là, qui est presque une coquetterie d'auteur, mais ce n'est pas une coquetterie d'auteur, c'est de dire, est-ce que je commence par ceci, est-ce que je commence par là, etc. Qui est une forme de prétérition, puisque je dis, je ne veux pas commencer, et je dis, donc je ne peux pas commencer en disant ça. C'est comme si je disais, le prétérition, si mes souvenirs sont bons, c'est je ne vous dirai pas que, ou je ne vous rappellerai pas que, voilà, etc. Donc vous dites que vous n'allez pas le dire, mais vous le dites quand même. Donc c'est une pure hypocrisie d'auteur, mais ça marche. Et pourquoi est-ce que je veux que ça marche ? Parce que c'est une façon pour moi de dire, tous ces événements pourraient faire un bon début. Donc ça veut dire que j'affaiblis pour tous ces événements la puissance de la cause. Et puis pour chacun, j'ai de bonnes raisons de faire ça. Alors pour le premier, pour la mort d'Annick, cette jeune fille assassinée à Diest, je ne veux pas commencer par raconter sa mort. Pourquoi ?
parce que ce serait imaginé qu'après toute sa vie n'aurait été faite que dans le but de cette mort. Vous voyez ce que je veux dire? C'est d'une certaine manière éclairer toute sa vie comme si ça ne pouvait terminer que comme ça, comme s'il y avait une espèce de fatalité, et oublier qu'elle avait été vivante, oublier que ça avait été une jeune fille joyeuse, oublier que c'était une jeune fille qui venait de s'inscrire dans une école de stylisme parce qu'elle voulait faire des vêtements pour les personnes moins habilitées, oublier sa joie de faire se rencontrer les gens, oublier ses projets d'aller en Afrique. Comment est-ce qu'on fait si on commence par dire elle a été, une histoire en disant Annick a été assassinée? Toute l'histoire après va se lire au prisme de cet assassinat. Comme si sa vie s'était résumée à ça, à devenir quelqu'un qu'on allait assassiner. Vous voyez? Je ne sais pas si c'est clair, ça. Non, d'accord. Si, non, je trouve ça oui, très, voilà. Donc, pour la première histoire, c'était évident. Et là, je rappelais ce que Yvan Jablonka avait fait la même chose avec Laetitia ou La vie des hommes, en racontant un fait divers et en disant comment est-ce que je raconte l'histoire de Laetitia en évitant, d'une certaine manière, que toutes ces vies soient racontées au prisme de la mort qui allait advenir. Et puis pour la deuxième, c'est un autre problème. Et puis pour la troisième, c'est un autre problème. Et donc chaque fois, c'était un problème différent qui faisait que l'idée de base, enfin, c'est pas une idée de base, c'était l'idée de toute façon à laquelle je me raccrochais, c'est pensons par le milieu. De toute façon, évitons de mettre ces histoires dans des histoires de causalité. Explosons-les par rapport à la cause. Affaiblissons la puissance des causes pour renforcer d'autres connexions narratives, de donner une suite, par exemple, que ces histoires soient l'occasion de donner des suites. Et donc, mais avec chaque fois une raison particulière qui me faisait hésiter sur le bon début. Et la dernière histoire, celle avec Louise, Stéphane, Mour-Bataclan, là, c'était assez fabuleux parce que j'avais fini par comprendre ce que j'étais en train de fabriquer. Donc, j'avais commencé à écrire les autres chapitres. Et là, je savais qu'il fallait impérativement toujours commencer. Et donc, là, j'ai pu dire à Louise, c'est vous qui allez me dire par où on commence. Et là, ce qui est génial, c'est quand vous dites quelque chose à quelqu'un, vous ne lui posez pas une question, vous lui posez un problème. Et ça, c'est vraiment pour moi un truc essentiel de mes enquêtes. C'est, si possible, éviter les questions, partager des problèmes. Et j'ai vu dernièrement, grâce à mes amis qui ont tellement de bons conseils, Marcos Mateos Diaz, je dois le citer parce que c'est quelqu'un d'assez puissamment extraordinaire dans ma vie, parce que chaque fois qu'il m'a fait bifurquer, orienter, ça a toujours été quelque chose qui m'a mené ailleurs, et bien mieux ailleurs que là où je compte aller, qui m'a dit dernièrement, va voir les documentaires vécus, c'est comme ça qu'ils les appellent, de Michel Perrault, le réalisateur canadien. Et va voir le documentaire Pour la suite du monde, réalisé en 1962, qui est d'ailleurs passé au Festival de Cannes cette même année-là, de la façon la plus improbable qu'il soit, parce que visiblement, c'est pas du tout bling bling et chichi pimpon, hein. Pompon, pardon, pas pimpon. Bref. Et dans ce documentaire, on se rend compte pourquoi ces gens sont si impressionnamment malins, si chaque phrase prononcée est une véritable pépite pour la suite du monde. Vous savez pourquoi le titre? Parce qu'à un moment donné, ce sont des pêcheurs, non, ils ne sont pas pêcheurs, ce sont des paysans sur une île au nord du Canada qui décident de recommencer la pêche au marsouin que leurs ancêtres pratiquaient parce qu'il faut en réapprendre les gestes et que ces gestes perdurent et soient passés à la génération suivante avant que les derniers vieux n'aient oublié. Et c'est ça pour la suite du monde. Et c'est un mec qui dit à un moment donné, tout ce que nous faisons, nous œuvrons pour la suite du monde. Et vous entendez des choses comme ça, moi j'ai les poils qui se dressent quand j'entends des choses comme ça dans un documentaire, et tout le documentaire est comme ça. À un moment donné, il y a une discussion sur la Lune, parce qu'il y a ces pleines lunes, et ils vont se mettre à égrener un savoir de poésie par rapport à tout ce que fait la Lune sur les vivants. Et j'ai réalisé que, d'une certaine manière, ne pas poser de questions, mais soumettre aux gens un problème, c'est exactement comme ça, d'une certaine manière, que vous saisissez ce que Perrault appelle leur moment de grâce. Et donc, soumettre aux gens, plutôt que d'interroger comme le font les sociologues, ce que ne font pas les anthropologues. Les anthropologues, en principe, ne posent pas de questions. Ils vivent avec les gens et ils font semblant de savoir tout faire. Et puis, quand les gens voient qu'ils ne savent pas le faire, ils leur apprennent. Donc, c'est comme s'ils avaient posé la question, mais ils ne l'ont pas posée. Ça, c'est Descola qui m'a raconté ça. Voilà, ils peuvent ça. Voilà. Mais, je vais dire. Et moi, je me suis rendu compte que mes enquêtes, au fur et à mesure que j'avançais, moins je posais de questions. Et plus je soumettais des problèmes. Et ce que Perrault dit, d'une certaine manière, ne pas poser de questions dans un documentaire, mais soumettre ou laisser les gens simplement prendre des choses qui leur importent
vous aurez forcément de l'intelligence. Et moi, je rajoute, et vous aurez forcément de la poésie, parce que je pense que c'est là qu'elle vient aussi, chez ces gens. Oui, c'est-à-dire que je vais peut-être conclure là-dessus, parce que ça me donne l'idée que c'est milieu aux deux sens du mot milieu, quoi. Prendre des choses par le milieu, ni l'origine ni la fin, qui donnerait une signification univoque à des vies, alors que justement les œuvres, elles sont là pour faire proliférer du sens. Hein. Même les titres, je veux dire, un pont sans fin, jardin perpétuellement fleuri, ça veut dire que c'est l'idée qu'elles ont la puissance de faire proliférer interminablement des significations. Et puis l'idée du milieu, quand tu dis poser un problème et voir comment ça importe pour eux, c'est le milieu au sens de l'élément, c'est-à-dire prendre des choses en se mettant dans l'élément où sont les gens, quoi. À partir de ce qu'ils font, c'est ton côté pragmatiste. Oui, et c'est exactement ce que fait Pierre Perrault, c'est exactement ce qu'il fait. C'est saisir les gens, dit-il, à leur meilleur moment. Pour reprendre tes termes, c'est saisir les gens à leur meilleur moment. C'est absolument fabuleux. Ils sont gratuitement en ligne sur le site de l'Office national de cinéma du Canada ou l'ONF ou quelque chose comme ça. Ils sont très faciles à trouver. C'est 1h40, mais pour moi, c'est 1h40 de pur bonheur. Bon. Fait penser à la phrase d'Erving Goffman. Non pas des hommes et leurs moments, mais des moments et leurs hommes. Oui. Alors, tu déstresses un peu? Un petit peu, ça va. Pourquoi j'ai l'impression de décroiser les jambes un peu? Non, mais quand tu commences à dire devant tout le monde, je stresse à mort, etc., c'est comme si j'étais méchante, quoi. Non, c'est pas toi. Non, je sais bien, mais quand même. Tu devrais préciser. Non. La dame, elle est très gentille, mais je stresse quand même. C'est le contraire, c'est que je suis tellement stressé que si ça n'avait pas été toi, j'aurais refusé, de toute façon. Donc, oui, ben voilà. Donc, on va peut-être s'arrêter un petit peu là. On va passer la parole à la salle. Donc, levez bien la main pour qu'on vous voit, pour que vous puissiez poser des questions à Vinciane Després. Merci beaucoup. C'est une question peut-être un peu étrange, mais qu'est-ce que vous pensez des monuments aux morts qui ont fleuri après la guerre 14-18 un peu partout en France, qui ont été commandés par des institutions, mais que mon beau-père, par exemple, quand il a été déplacé, le monument aux morts a été déplacé dans son village, c'était pour lui un drame épouvantable. Et donc, en quelle mesure ces monuments aux morts, bien qu'ils aient été institués, enfin, décidés par des institutions pour rattraper un désastre humain considérable, n'ont pas été quand même petit à petit appropriés par la population elle-même? Voilà, c'est une question que je me suis posée. Je vais devoir vous la laisser comme question parce que je ne connais pas du tout l'histoire des monuments en France, ni en France ni en Belgique. Tout ce que je pouvais dire, que je pourrais vous dire, mais justement, si ça fait l'objet d'une appropriation, alors c'est un devenir qui pourrait être intéressant et que ça mériterait d'être exploré. Comment ce que vous me racontez me donnerait envie de dire, tiens, mais qui est-ce qui va faire, qui est-ce qui va faire l'histoire de ça? C'est une très belle histoire, l'idée, comme tiens, qu'est-ce qui s'est passé, comment on s'approprie. La seule chose que je m'étais dit, moi, c'est que souvent les gens disaient c'est pas un monument ce que nous faisons. Et alors j'essayais de comprendre pourquoi. Et je crois que j'ai une réponse, mais ça n'a jamais été explicite. C'est peut-être mon interprétation. C'est que j'ai l'impression qu'au monument on délègue le fait de la mémoire et donc ça veut dire qu'on s'en décharge. Et que c'est peut-être là où ils voulaient pas se décharger de la mémoire. Donc en fait le monument c'est comme si vous disiez bon on oublie parce que de toute façon ça nous rappellera, mais c'est la prothèse à la mémoire quoi. Puis comme on fait je prends un exemple très idiot, mais comme quand on note quelque chose pour ne pas l'oublier. On laisse la note, comme ça on peut se dégager la tête avec ça, et la note vous rappellera. Donc ça veut dire qu'on ne met pas totalement à l'écart, mais on n'est plus... Voilà, ça c'était l'idée que je m'étais fait du monument. Et puis j'ai trouvé une définition chez Deleuze, de nouveau, du monument, et il dit quelque chose de très joli. Il dit l'acte du monument, ce n'est pas la mémoire, mais la fabulation. Et la fabulation, pas l'apostrophe qui faisait partie de tes questions, et c'était la 74e, je pense, c'est ça. Et donc, mais par contre, s'il y a appropriation, à ce moment-là, je retire pas ce que j'ai dit, mais peut-être que c'est vrai qu'à l'origine, il y a un motif du monument qui est en effet de déléguer à quelque chose de stable et de solide le devoir de faire mémoire, mais que si les gens s'en approprient, à ce moment-là, ça veut dire peut-être qu'en effet, ils refusent aussi que ce soit délégué aussi simplement que ça. Et qu'on reprend à ce moment-là une phrase que les gens disent, en fait, ça ne passera pas. Merci. Moi, je vais vous poser une question très différente. Je voulais savoir si vous aviez des retours
de vos lecteurs et lectrices sur les livres concernant les morts, par rapport à leur vécu de deuil, à leur souffrance, parce que je trouve que vous ouvrez des portes qui, par rapport à l'approche strictement religieuse, ou l'approche psychologique, ou l'approche scientifique, voilà, une fois que le mort est mort, voilà, il n'y a plus rien à en espérer, enfin, de sa présence. Je trouve que vous ouvrez des portes et moi j'ai trouvé ça très aidant, et je voulais savoir si vous aviez des retours, lesquels, de vos lecteurs par rapport à ça, au deuil, à la souffrance, à ce travail autour de la souffrance. Voilà. Merci pour votre question qui me permet de dire plein de bien de moi-même. J'adore. Je suis obligée ici, parce que normalement je ne peux pas le faire, mais ici je vais y aller. Plein de mails, des gens qui disent que c'est formidable ce que j'ai fait. Et vous savez pourquoi? Parce que ceux qui pensent que je suis une cinglée, qui raconte n'importe quoi, ne m'écrivent pas. Et donc ceux qui prennent la peine de m'écrire, c'est ceux qui ont été touchés. Alors je vais vous raconter 2-3 choses. Voilà. La première chose, c'est que ce livre a circulé comme un cadeau. Tous les gens qui m'ont écrit pour me dire j'ai lu votre livre, ça m'a bien aidé, que j'avais l'impression de faire du développement personnel. Moi, je me suis dit, je vais me faire haïr de mes collègues. Et moi-même, bon, est-ce que c'est vraiment ça que je fais? Tous les gens qui m'ont dit voilà, j'ai lu votre livre et ça m'a aidé, en fait, ils me disent, je l'ai reçu de ma belle-sœur, et me disent après, et je l'ai à mon tour offert à mon ami qui. Ça, c'est une première chose. Dans les trucs qui m'ont le plus touchée, c'est un jour un monsieur qui m'a écrit, ma belle-sœur continue à entretenir des rapports après la mort avec mon frère, et je pensais qu'elle était cinglée, et vraiment je ne voulais pas écouter, et j'ai lu votre livre, et maintenant j'en parle avec elle. Et ça m'a vraiment touchée, parce que je me suis dit que j'avais réussi quelque chose dont je n'imaginais pas que c'était ça que je devais réussir. J'ai réussi à banaliser les choses. Vous imaginez un auteur qui vous dit, moi ce que j'arrive à faire, c'est rendre tout banal. Et c'est ça qu'il fallait faire avec ça. C'était arriver à banaliser, que les gens puissent en parler comme quelque chose de quotidien. Et donc, les histoires, etc., en fait, ce que j'ai fait, sans m'en rendre compte, j'ai normalisé les choses, je les ai banalisées. Donc, ça ne demande pas beaucoup de talent, il fallait simplement penser à le faire, et le faire avec le plus profond. Je crois que la seule chose que j'ai faite, qui est bien dans cette affaire-là, c'est que je l'ai fait avec le plus profond agnosticisme. C'est-à-dire de décider, je ne me poserai jamais la question de savoir est-ce que je crois que les morts reviennent ou est-ce que je ne crois que c'est la subjectivité des vivants, parce que c'est la question la plus toxique, qui est justement pas une prise par le milieu, puisque vous décidez de prendre d'un côté ou de l'autre. Et ce que j'ai découvert, et ça c'est tout ce que je raconte dans Le Bonheur des morts, c'est les gens, en fait, eux-mêmes ne sont jamais dans une position de certitude, ni d'un côté ni de l'autre. Vous avez toutes les histoires, et hésitent. J'ai pris un billet de tombola le jour de la mort de mon mari, je venais de m'acheter des boucles d'oreilles, elles étaient beaucoup trop chères. Ben, figurez-vous que le billet de tombola, c'était le prix des boucles d'oreilles. C'est comme s'il avait voulu me faire un cadeau. Le comme si vous dit que la personne ne croit pas que le mari fait un cadeau, mais ne met pas non plus, totalement hors circuit, hors champ, l'idée qu'il n'y a peut-être pas de coïncidence dans cette affaire-là. Et les gens n'ont jamais aucune certitude. Les certitudes, vous les trouvez sur les plateaux de TV, dans les polémiques, mais pas dans les histoires qu'on me racontait. Parce que les gens, les histoires, pour qu'elles restent vivantes, il ne faut pas prendre de décision. Autrement, l'histoire, elle meurt. Le tour d'écrou de Henry James, si vous prenez la décision de croire la bonne ou de croire qu'il y a des fantômes ou de croire qu'elle est folle, cette histoire n'a plus beaucoup d'intérêt, puisque vous avez affadi complètement tout ce qui fait justement ce tour d'écrou, cette vis qui se visse et qui n'arrête pas de se visser. Ça, c'est le truc. Alors, des histoires, j'ai aussi des histoires formidables, j'ai des gens qui me racontent des trucs, mais d'une très grande diversité. La dernière que j'ai reçue, c'était cette semaine. Un de mes amis, enfin, on n'était pas très amis. Moi, je le trouvais j'avais 12 ans, je le trouvais magnifiquement beau, mais il ne me regardait pas parce que j'étais magnifiquement laide. Igor Gabriel. On était à l'école ensemble. Et je l'ai admiré, il est devenu un artiste et tout. Mais j'ai toujours considéré, non, ben bon, voilà, c'est comme ça. Et je reçois cette semaine un mail d'Igor Gabriel. 50 ans après. Et dans ce mail, il me raconte qu'il est allé enterrer sa tante en Italie. Et il me raconte une histoire absolument invraisemblable de beauté poétique et de drôlerie. Et voilà, et ça, c'est des moments merveilleux.
Et pourquoi est-ce qu'il me voit ce mail de poétique et de drôlerie? Parce que, dit-il, mon livre, enfin, c'est sous-entendu, il ne le dit pas comme ça, l'a amené à prêter attention. Et c'est simplement ça que le livre, dans son cas, a fait. L'a mené à prêter attention à certains détails qui normalement passeraient inaperçus, notamment le fait que le corbillard avait un GPS et c'était Ultimate Destination ou quelque chose comme ça. Vous voyez, c'est incroyable. Et que comme Satan n'était pas très riche, c'était des funérailles, outlet funérailles, vous imaginez, enfin, et plein de trucs comme ça, quoi. Et il me racontait plein d'anecdotes. Et voilà, et je pense que ça, c'est peut-être que les morts font de nous des fabricateurs de récits, et il est possible que mon livre ait eu un effet de susciter des envies de fabriquer des récits en disant, mais puisque c'est ça qui nous font faire, faisons-le. Alors, une toute dernière histoire, une toute petite. C'est Marie-Laure Deschamps. Les gens, vous voyez, je les anonymise pas. Ça fait partie aussi de mon protocole d'enquête à moi. C'est que si les gens sont d'accord, je trouve qu'ils sont auteurs de leurs histoires. Elles sont merveilleuses, elles sont belles. C'est pas moi qui suis l'auteur. Et donc, quand les gens me racontent des histoires, je dis, est-ce que je peux mettre votre nom? Est-ce que vous voulez relire? Et donc, par exemple, les Morts à l'œuvre, tout le monde a relu, corrigé, modifié, etc. Donc, ce sont eux les auteurs, mais leur nom à ce moment-là figure. Ils ont le choix. Toujours est-il que Marie-Laure Deschamps me raconte qu'elle a perdu sa mère, ça date maintenant d'il y a quelques 2-3 ans d'ici, enfin peut-être plus, je ne sais plus. C'est après mon livre, hein, ça. Elle avait lu mon livre et elle m'écrit pour me raconter. Et en fait, sa maman avait demandé que ses cendres... Sa maman avait travaillé à la Lufthansa, était une très grande voyageuse, avait vécu toujours entre deux mondes, entre l'Allemagne, la France, etc. Et donc elle disait, moi je voudrais que mes cendres soient dispersées dans un désert, ça me fera faire un dernier voyage. Et donc, mais elle ne précise pas le désert. Et donc, sa fille décide que ce sera le désert du Namib, en disant c'est un des plus beaux déserts au monde, c'est parfait pour maman. Parfait pour maman, ce désert-là. Et donc, 1 an de formalité, depuis la loi de 2008, en France, on ne peut plus faire ce qu'on veut avec les cendres des proches. Hein, parce qu'avant, on faisait quand même quelques jolies petites choses. Et donc, maintenant, c'est plus permis. Et donc, beaucoup de formalités, beaucoup de formalités. Ça prend 1 an. Et puis, on s'embarque en avion, on arrive, on loue une voiture, on va dormir à l'hôtel. Et le lendemain matin, quand on ouvre le coffre de la voiture, plus de cendres de maman parce que des voleurs avaient tout volé. Cendres compris. Et donc, désespoir. Plus les formalités avec le Quai d'Orsay, parce que au cas où on retrouve les cendres. Et elle me dit, mais finalement, j'ai peut-être une hypothèse. Maman a peut-être décidé de faire une fugue. Et c'est tellement joli, cette hypothèse. Plutôt que, vous savez, dans la culpabilité, le désespoir, de se dire, mais finalement, qui est maître du destin? Voilà. Peut-être que maman, d'une certaine manière, a pu faire encore un autre voyage et une fugue, et oh Dieu sait où sont les cendres aujourd'hui. Voilà. Oui, c'est à la fois un témoignage et une question. Moi, ça me renvoie à un lieu qui se trouve à Port-Bou, qui est l'hommage à Walter Benjamin, qui est une œuvre d'art qui a été construite par Caravane et qui s'appelle Passage. Et moi, je connaissais très peu l'œuvre de Walter Benjamin. Et je suis juste une amoureuse de la mer et de la plongée. Je suis passée par là. Et ça m'a donné envie d'aller lire Benjamin et ça m'a donné l'accès à son œuvre. C'est-à-dire, je voulais dire par là que parce que c'est pas un monument, c'est vraiment une œuvre d'art qui épouse le paysage, qui quelque part raconte cette histoire complètement kafkaïenne de ce philosophe qui est mort à cet endroit alors qu'il aurait pu être délivré de toutes ces problématiques. Et je voudrais vous dire une phrase, c'est l'art de raconter des histoires, une phrase de Benjamin qui dit: l'art de raconter des histoires consiste à effacer les limites entre le passé et le présent, le réel et l'imaginaire, le possible et l'impossible. Et moi, j'ai rencontré l'œuvre de Benjamin en allant dans ce lieu. Et voilà, c'est ma belle histoire que je voulais vous raconter. Je ne sais pas si vous connaissez cet endroit, mais c'est à Port-Bou, au cimetière de Port-Bou, une œuvre qui se divise en 4 parties, qui est évolutive, c'est-à-dire que l'artiste y revient régulièrement. C'est une œuvre à la fois collective et à la fois qui est
au-delà de Benjamin, dédié à tous les migrants, tous les gens qui ont, voilà, tous ces juifs qui sont morts comme ça en exil. Et ça dépasse les identités. Parce que moi, j'ai été touchée alors que je ne suis pas de ce territoire, je ne suis pas de cette histoire, et j'étais étrangère à tout ça. Mais voilà, comment ça peut aller au-delà d'un territoire? Je pense que je ne vais pas dire grand-chose parce que vous avez tout dit. Et je vous dis merci simplement de dire simplement ici aussi ça en commune. Voilà, c'est ça, c'est ce que vous me dites. Et ça, je trouve que ça donne tellement raison aux nouveaux commanditaires. Ça en commune. Pas de dernière question. Écoutez, on va s'arrêter là. Merci beaucoup Vinciane Després. Cette soirée passionnante. Merci à Gilles Moutot d'avoir vaincu avec beaucoup d'aisance son trac et son angoisse. Merci à Sylvaine Génie qui, avec ses dessins durant toute la soirée, a offert un autre regard décalé, poétique et souvent drôle à ses propos. Et merci enfin à l'équipe de Desel, toujours au poste pour avoir assuré ce soir encore l'interprétariat en langue des signes.